Bien le bonjour et bienvenue à la prescription avec Dr Frédéric Lambert. J'espère que vous portez bien. Vous avez été nombreux à nous écrire pour le dernier épisode avec Jimmy Hunt. Vous avez été touché par cette entrevue et ça me faisait plaisir de lire tous ces beaux commentaires. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, eh bien, allez-y. C'était une chouette conversation. Et j'en profite aussi pour vous rappeler, pour les réguliers, pour les gens qui nous écoutent, juste de faire un petit encouragement très facile en allant sur iTunes. Vous pouvez faire mettre quelques étoiles pour dire que vous aimez l'émission. Et même sur cette plateforme, vous pouvez écrire des commentaires. Alors, des commentaires idéalement positifs. Sinon, il y a toujours encore Spotify. Ça prend pas beaucoup de temps, hein. Et ça coûte rien, là. Vous pouvez aussi encore donner votre appréciation avec, je sais pas, je pense à des étoiles aussi. Et pourquoi, à chaque fois, je le demande à quelques reprises pendant la saison? Ben, simplement parce que ces appréciations aident l'émission indirectement, aussi à trouver du financement pour avoir ça, parce que tout ça, hein, on le fait, hein, pour l'instant avec notre cœur et notre âme. Et bientôt, peut-être, on aura quelques sous qui vont venir avec un investissement privé, parce que, voilà, on est indépendant, mais il faut essayer de se récompenser le moindrement. Bref, tout ça pour dire que les commentaires, allez même encore sur les réseaux sociaux, soit Instagram, soit encore sur Facebook, vous pouvez vous abonner et ainsi avoir des nouvelles de ce qui se passe. Alors, voilà. Et cette semaine, j'ai un super invité, Philippe Girard. Philippe Girard est né à Québec en 1971. Il publie sa première bande dessinée dans le magazine Je me petit débrouille, vers l'âge de 9 ans. Durant ses études, il dessine dans différents journaux étudiants avant de lancer le fanzine Tabasco avec JF et Lief Tande. Diplômé en graphisme de l'Université Laval en 1993, il effectue un stage à Bruxelles chez Spirou Hebdo en 1998 et participe à la fondation de la structure mécanique générale. En 2010, il passe l'automne à Bordeaux pour une résidence d'écriture et réitère l'expérience à Cracovie en 2019 ainsi qu'à Liège en 2022. Son travail explore les thèmes de l'identité et de la mort, notamment avec Tué Velázquez, et dans lequel il raconte ses démêlés avec un peintre pédophile, et Léonard Cohen sur un fil, Casterman, consacré au chanteur montréalais Léonard Cohen. Récemment, son album Danger public a été adapté au grand écran par Alexis Chartrand. Il vient de lancer Super Canon, avec Casterman, une œuvre de fiction autour de la vie de l'ingénieur canadien Gérald Boulle. Voici mon entretien avec Philippe Girard. Allô? Bonjour Philippe, ça va? Ça va toi? Oui, désolé pour les instructions étranges peut-être. Mais C'est pas grave. Ben oui, regarde, on va faire ça. Écoute, je suis très content de te voir aujourd'hui. Je viens de terminer Super Canon il y a environ une demi-heure. Super. En C'est soupant. ta mémoire. Ouais, en soupant. Donc je suis habité par tes Parfait. images. Mais avant même d'embarquer dans le sujet, dans ce nouveau bouquin, ça va bien? Ça va très bien, merci. Ouais, t'es un peu dans le rush de la promotion, je présume, de tout ça? C'est pas encore le rush, là. Je veux dire, tu sais, j'ai fini mes vacances il y a pas longtemps, là, donc ça a commencé doucement, je te dirais, là. OK.
c'est un livre aussi qui est plus dur, ou en tout cas, qui est peut-être moins facile à vendre que Leonard Cohen, dans le sens que, tu sais, pour Cohen, j'avais 2-3 entrevues par jour pendant des mois de temps, là, tu sais. Là, c'est une histoire quand même plus sombre. Ouais. On est moins dans la musique, etc. Là. Donc, c'est sûr que c'est un autre genre, en tout cas, c'est un autre rythme d'entrevue, je dirais. Là. Dans le cas de Cohen, que j'avais beaucoup aimé, c'est certain que, bon, comme tu viens de le dire, Cohen c'est un héros, là. C'est un héros québécois, canadien, montréalais, qui a transformé notre ville, je veux dire, carrément en la rendant accessible au monde entier, en parlant d'une autre façon. Et puis t'as abordé un paquet d'aspects, puis quelque part, étant donné, puis je suis ami avec ton frère, d'ailleurs, je devrais dire ça en partant, je le connais très bien. Ouais, un bon copain avec qui on se voit souvent. Et... Tu joues au hockey avec lui ou bien... Non. Le hockey, ça fait pas partie de ma religion. Là, ça fait partie. Mon frère, le hockey, c'est sérieux. Ouais, c'est du sérieux. Le sport, non, c'est plus son côté artistique et sensible qui m'intéresse. Et tu vas te tromper de frère. Moi, mon frère, il est artistique, mais il est pas sensible. Moi, je trouve ça malade parce que, tu sais, Guillaume, il est venu à l'émission, il y a un épisode avec lui. Puis, puis on a parlé, tu sais, je connais beaucoup de choses, en fait, de toi. C'est ça qui est intéressant. Je connais beaucoup de choses sur ta famille, sur l'importance des livres quand vous étiez jeune à la maison. Je sais que c'est toi puis ton autre frère qui avait montré à Guillaume justement à lire quand il était très jeune. Surtout mon autre frère, en fait, parce qu'ils sont très, très proches. OK. Moi, j'étais le plus vieux chez nous. Là. Mes frères, c'était les deux fatigants qu'il fallait que je traîne avec moi quand je voulais avec mes amis. Là. C'est ça. mais ce que je trouve intéressant, c'est comment le livre, je sais pas pour le frère au milieu, là, le frère Sandwich, c'est c'est resté beaucoup la littérature dans sa vie. Oui, il aime lire, mais il lui, il garde pas de livres. Il accumule pas de livres. Là. OK. Contrairement à moi et Guillaume, qui avons des énormes bibliothèques. Là. Vraiment. Laurent, lui, il lit beaucoup, mais il renvoie les livres à la bibliothèque, tout ça, il veut pas accumuler de livres. OK. Alors que moi, j'ai pas envie d'accumuler quoi que ce soit, sauf des livres et des disques. Ça, je suis comme... Ah ouais, pas capable de me débarrasser de ça. Les disques aussi, pour eux? Ouais. Mais quand tu parles de disques, tu parles pas de CD, tu parles de vinyle. J'ai acheté plein de CD dans le temps que j'ai encore. Je t'avoue que ça m'intéresse moins. Ouais. Mais j'en ai encore plein. Mais écoute, j'ai eu une table tournante là, pour ma fête il y a une couple de semaines. C'est que là, tout à coup, je suis retombé dans les vinyles. Je m'étais tout débarrassé de ça il y a 25 ans. Et là, c'est reparti. C'est un peu reparti, ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est le fun quand même. Puis donc oui, c'est ça. Donc tout ce goût à la littérature que vous avez eu super jeune, en tout cas comme justement dans le cas de ton frère et toi, ben ça vous a suivi. Je sais que Guillaume, étant plus proche de lui, je sais que c'était un amoureux. Il adore les mots, il adore, tu sais, des fois, il m'avait déjà, des fois, il m'écrivait, on se voyait puis il disait, écoute ce bout-là, là, que j'ai pris dans un livre, puis là, il me le lisait, puis tu sais, ça le fait triper l'espèce de poésie qui se cache en arrière de ça. Ouais. Toi, oui, il y a aussi une poésie, mais tu sais, t'as tout le goût du dessin, justement, qui fait partie de ton art. Je suis un peu curieux de savoir, c'est arrivé comment, tout ça? Comme le goût de dessiner, comme le goût de s'exprimer dans ce format-là. Parce que avant, t'as fait beaucoup aussi des livres pour la courte échelle, t'as fait du roman, entre autres jeunesse, qui était pas vraiment proche de ça. Toi, ça vient d'où, ça? Eh ben, en fait, je sais que je dessine depuis que je suis vraiment très petit, parce qu'à 2 ans, mes parents ramassaient tout le temps les crayons qui traînaient dans ma chambre parce qu'ils avaient peur que je dessine partout. Là. Puis à 2 ans, à un moment donné, ils avaient oublié une craie de cire dans ma chambre. Puis un matin, leur chambre était à côté de la mienne, puis ils entendaient gratter sur les murs. Là. Puis ils sont rentrés dans ma chambre, là, puis ils ont vu que j'avais fait le même bonhomme partout, sur tous les murs, dans le garde-robe, sur ma commode, partout. Donc ça fait vraiment longtemps que je dessine. Puis, évidemment, je dessinais avant de savoir lire, tu comprends? Mm-hmm. Mais je me souviens que en tout cas, le plus loin souvenir que j'ai de la bande dessinée, probablement l'album de Tintin ou d'Astérix, c'est que j'étais fasciné. Tu sais, moi, je voyais les mots dans les bulles de bande dessinée comme du dessin. Tu comprends-tu? Je voyais ça comme une extension du dessin, puis à quelque part, c'est pas faux, parce que les dessinateurs dessinent les lettres aussi dans les ballons, puis on a juste à penser aux onomatopées qui sont... Je veux dire, ça fait partie du dessin. Puis, en tout cas, c'était très... Je me souviens que j'avais hâte d'apprendre à lire pour comprendre cette affaire-là, parce que je le voyais comme un truc intégré au dessin. Sauf qu'à partir de 4e année,
au lieu d'aller à la petite école du quartier où je pouvais aller à pied, mes parents m'ont envoyé dans une école privée qui était très loin de chez nous. Moi, j'habite à Québec, mais dans ce temps-là, on habitait à Loretteville, en banlieue de Québec. Tu sais, c'était pas développé en termes de transport en commun comme ça l'est aujourd'hui. Donc, il fallait que je prenne l'autobus pour aller là. Le matin, mais écoute, je partais de chez nous à 7h moins 5 le matin. J'embarquais dans l'autobus à 7h moins 5, puis j'arrivais à l'école à 8h35. L'école était commencée depuis 5 minutes. Puis c'est même affaire pour le soir, là. C'était extrêmement long. Donc, rapidement, en 4e année du CD, là, écoute, je m'emmerdais dans l'autobus, là. Donc, j'amenais des livres. J'empruntais des livres à la bibliothèque de l'école, puis je lisais. Donc, c'est venu vite dans ma vie, la lecture. Puis, je me rappelle qu'au secondaire, c'était encore pire parce que là, on était déménagé à Sainte-Foy, mais moi, j'allais à l'école dans le centre-ville de Québec. C'était la même chose, c'était encore 1h15, 1h20 d'autobus. Donc, je me ramassais des romans à la bibliothèque. Je lisais ça, écoute, je lisais comme un déchaîné. Et, tu sais, à partir de ce moment-là, j'ai beaucoup hésité entre le dessin et l'écriture. Puis, tu sais, c'était dur pour moi d'abandonner le dessin, évidemment, parce que ça fait partie de ma vie depuis très longtemps, mais tu sais, l'écriture, c'est quand même quelque chose de très fondamental en moi aussi, parce que quand je suis tanné de l'un, j'ai tendance à aller vers l'autre. Mm-hmm. C'est là où la bande dessinée, c'est intéressant pour moi, c'est que ça me permet de combiner deux affaires. Puis, tu sais, des fois, il y a des pages où il y a moins de dessins, plus de texte, ou plus de dessins, moins de texte. T'sais, ça vient combler un double besoin chez moi, qui est celui de dessiner et d'écrire, puis des fois, ben, de parler en silence, ou, tu sais, j'ai envie de dire de dessiner avec des mots. Je trouve que c'est ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, en fait, c'est que les images parlent, puis les textes sont aussi des dessins. Pour moi, c'est ça l'essence de la bande dessinée. Ça vient combiner ces deux affaires-là. Ton premier essai de bande dessinée, c'était quoi? Tu t'en souviens? Ah oui, je me rappelle très bien. Écoute, j'étais à l'école primaire et c'était les aventures de Jim Force. Jim Force? Ouais, c'est un bonhomme fort qui avait des muscles par-dessus ses bras, puis en dessous de ses bras aussi, comme ça. Puis je dessinais les cases avec les cartes de hockey de mes frères. Tu sais, je leur volais les cartes de hockey, puis je m'en servais comme d'un gabarit pour dessiner les cases. Je les ai encore, ces BD-là, d'ailleurs, Jim Force. Ils se battaient contre des bateaux de méchants à 1 million de force. Tout le monde avait de la force dans cette affaire-là. C'était assez drôle quand même. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai fait beaucoup de... Tu sais, à un moment donné, quand tu essaies d'être sérieux dans la bande dessinée, surtout quand tu es petit, là, tu te heurtes rapidement aux difficultés que ça représente de faire de la bande dessinée parce que techniquement parlant, ça demande beaucoup d'habileté. Pas juste au niveau du dessin, mais au niveau du découpage, de la mise en page, des textes, etc. Donc, tu sais, j'ai fait beaucoup de tentatives de faire de la BD, puis ça a été long avant que ça débloque, là. Ça s'est passé, tu sais, après le cégep, puis après l'université. Au cégep, j'étais capable de faire des petits strips, tout ça, mais à ce moment-là, j'hésitais entre la bande dessinée et l'illustration, puis j'avais choisi l'illustration. Mais tout ça, avant de parler de ça, de cégep et de l'université, moi, je suis juste curieux, dans toutes ces années-là, primaires, ça, est-ce que tu as eu des cours de dessin ou tu as vraiment juste patenté tout seul? Jamais. J'ai jamais eu de cours de... En fait, au cégep, j'étudiais en graphisme, il y avait des cours d'illustration. Ils nous apprenaient pas à dessiner, ils nous apprenaient à maîtriser des techniques, mettons, de fusain, de pastel, d'acrylique, d'aquarelle. C'est quand même fascinant dans le milieu de la bande dessinée, le nombre de gens qui œuvrent là-dedans, puis c'est vraiment un métier souvent que tu apprends par toi-même, là, tu sais, en observant, puis en essai-erreur. Puis... Il y a des écoles de bande dessinée aujourd'hui, il y en a même une à Gatineau qui est quand même très réputée. Mais tu sais, moi j'ai 52 ans, à l'époque où je m'intéressais, surtout au début de la bande dessinée, il n'y avait pas d'école, puis tu sais, c'était un peu effrayant de dire que tu allais faire de la bande dessinée aussi. Il n'y a pas un chat au Québec qui vivait de ça, là. Je veux dire, il n'y avait pas d'Internet, je veux dire, tous ceux qui essayaient finissaient par imprimer eux-mêmes leurs trucs en faisant des photocopies, puis en distribuant ça dans un réseau d'amis, ou, tu sais, c'était quelque chose de petit, là, puis il faut comprendre que c'était épeurant aussi de vouloir faire de la bande dessinée dans ce temps-là. C'est pour ça que je te disais tantôt que moi j'avais choisi l'illustration. Je me disais, regarde, je vais dessiner. Puis quand je suis rentré à l'université en communication graphique, j'avais un prof d'illustration qui s'appelait Antoine Dumas, qui est un peintre. Un gars super ouvert d'esprit, vraiment un gars fantastique, là. D'ailleurs, on a correspondu après la fin de mes études. J'ai encore un paquet de lettres qu'on s'est échangées, là, des lettres écrites à la main. Puis il est décédé il y a quelques années. J'avoue que ça m'a fait beaucoup quelque chose, mais lui, il y avait à l'université puis au cégep, les profs détestaient les gens qui voulaient faire de la BD. C'est comme la meilleure manière de te faire bannir du programme, c'est-à-dire que tu faisais de la BD, donc on n'en parlait pas. Mais lui, Antoine Dumas, il n'y avait rien contre ça. Il était super ouvert. Il me demandait de considérer ça, d'y penser. Mais pourquoi justement les gens n'aimaient pas ça à cette époque-là? Ça représentait... C'était perçu comment?
Mais c'était pas les gens, c'était les profs. Je veux dire, ouais, Ça- les profs, ouais. Mais tu sais, on est dans les années 80 puis début des années 90, la bande dessinée, c'était considéré déjà comme de la sous-littérature puis comme un médium graphique. Même avec Tintin puis Ah oui. Astérix et tout ça, ces Ah oui. trucs-là. C'est Ah un ouais. médium considéré comme pauvre dans la bouche de ces gens-là, en tout cas du point de vue de la narration puis de la composition graphique. Ah Puis, tu bon. sais, il y a de l'élitisme quand même aussi dans les milieux universitaires. Tu sais, je te dis pas que c'est encore comme ça aujourd'hui, là. Tu sais, il y avait quand même des gens ouverts dans ce milieu-là aussi, mais la majorité des profs aimaient pas ça, la bande dessinée. OK. Ils voyaient pas ça comme un médium proche du cinéma ou qui avait le potentiel de, tu sais, d'exploiter tout le talent qui peut habiter un individu. Puis je te dis, c'était réellement très mal vu. Mon ami Lefton, là, avec qui j'ai fait de la BD, enfin, avec qui je fais de la BD depuis 30 ans, lui étudiant en arts plastiques, on était dans le même pavillon à l'Université Laval, le pavillon Caso, puis écoute, on le savait, il fallait pas en parler, il fallait garder ça mort autant que possible, sinon les profs nous mettaient tout de suite une étiquette dans le front, puis généralement, on ne pouvait même pas finir notre programme. C'était très, très, très mal vu. Wow. C'est qu'en réalité, la bande dessinée a connu une grosse éclosion après ça. Moi, j'ai gradué en 93 à l'Université Laval. Puis, la Pastèque, puis la série Paul de Michel Rabagliati, puis bon, toute la BD indépendante en noir et blanc, ça a émergé, ou en tout cas, c'est arrivé ici quelques années plus tard. Puis ça a fait tomber beaucoup de barrières. Déjà, les lecteurs ont accepté de laisser rentrer dans leur bibliothèque des albums qui n'étaient pas cartonnés en couleur comme des Astérix ou des Tintins. Ce qui faisait que des albums plus artisanaux, là, très épais, mais en noir et blanc, tout à coup, ça devenait un livre. Ouais. Ça devenait un truc, un vrai livre. Puis ça à partir de ce moment-là, tout a changé. Puis bon, l'Internet est arrivé, ce qui faisait qu'on pouvait envoyer des projets aux éditeurs, puis ça prenait pas 2 ans avant d'avoir une réponse. T'sais. La correspondance allait vite. Avant, tu faisais ton album dans ton sous-sol, à un moment donné, t'envoyais des pages à un éditeur par la poste en faisant des photocopies, puis généralement, ils te répondaient pas. Tu comprends? Il y a eu une conjonction d'événements qui ont fait qu'à un moment donné, on a été obligé de reconnaître que la bande dessinée avait du potentiel. C'est devenu comme... tu peux pas, à moins de vivre comme une autruche, de te mettre la tête dans le sable, c'était une réalité, la BD marchait. Tu sais, dans une communauté comme la nôtre au Québec, où on est une petite population, la bande dessinée vient compléter le travail que fait le cinéma aussi. Tu sais, on raconte notre histoire, on raconte notre réalité, on raconte nos vies, ce qu'on a en commun, nous les Québécois, à travers la bande dessinée. Dans des pays, j'ai envie de dire, riches, là, comme les États-Unis, ce que le cinéma fait pour la culture, il le fait en lui-même, puis il couvre tout le territoire. Ici, la bande dessinée vient compléter le travail du cinéma québécois. Puis c'est pas pour rien, parce que la bande dessinée, c'est un peu du cinéma de papier. T'sais. Et ça, Ouais. pour moi, c'est toute la conjonction de ces éléments-là, ça fait que on peut plus, on a le droit de pas aimer la bande dessinée, mais on peut pas nier le fait que la bande dessinée est un art à part entière qui exprime des facettes de notre culture extrêmement importantes puis qui aurait probablement jamais vu le jour autrement. Parce que, tu sais, faire un film, là, écoute, $1 million pour faire un film, c'est rien, c'est pas beaucoup d'argent, là. Non. Alors que pour faire une bande dessinée, ça prend surtout, tu sais, beaucoup d'huile de coude, de la patience, puis du temps puis de la persévérance. Tu sais, ça prend, je veux dire, tu peux acheter ton papier chez Dollarama puis des crayons chez Dollarama, puis tu vas être capable de faire un très bel album de bande dessinée. Ouais. Donc, c'est pour ça que je te dis que la conjonction de tous ces facteurs-là fait qu'on peut plus ignorer l'importance de la bande dessinée. Mais il y a 25 ou 30 ans, il n'y avait pas tous ces facteurs-là. Donc, il y avait probablement des gens aussi compétents et aussi talentueux qu'aujourd'hui, mais qui n'avaient pas la possibilité en tout cas, de mettre de l'avant ce qu'ils étaient capables de faire. Donc, quand tu arrives dans tes études, tu te lances justement en études. Redis-moi encore, c'était... Donc, au cégep en graphisme. En graphisme, puis après à Laval. À l'Université Laval en communication graphique. Communication graphique. Qui est un programme qui n'existe plus aujourd'hui, ça s'appelle design graphique, je pense. OK. Ce qui était une tentative. En fait, je m'étais inscrit à un atelier de bande dessinée à la ville de Sainte-Foy là, quand j'étais en secondaire 3. Parce que je voulais faire ça de la BD, puis je savais pas trop quoi faire. Il fallait que j'apprenne le découpage, puis bon, la mise en scène, etc. Puis le gars qui donnait le cours, il nous avait dit, si vous voulez vous pouvez pas gagner votre vie en faisant de la bande dessinée, ça vous prend un autre métier. Puis la meilleure manière d'avoir un métier proche de la bande dessinée, c'est d'étudier en graphisme. Donc, je m'étais inscrit au cégep de Sainte-Foy en graphisme, mais les profs, il y avait plein d'auteurs de BD qui débarquaient là, puis ils discartaient tout le temps. Ils les éliminaient aussi vite que possible. Donc, moi, je tenais ça mort. Tu comprends, j'en parlais pas. On faisait un petit peu de BD dans le journal étudiant, là, mais rien de plus. Là. Mais après ça, j'étais pas bien au cégep. Moi, c'était une technique, ça, ce cours-là. Puis, j'arrivais d'une école privée qui était tenue par des prêtres. Là, le seul cours
artistique que j'avais eu, c'était de la poterie en secondaire 1. Tu sais, j'avais des grosses lacunes en dessin, puis j'étais en arrière du groupe, tu sais, je traînais de la pâte. Puis j'étais pas prêt à sortir sur le marché du travail au bout de 3 ans. Je veux dire, j'étais vraiment, tu sais, j'avais jamais fait de sculpture, je connaissais pas la typographie, donc je voulais aller à l'université pour prendre 3 années de plus pour continuer à me perfectionner. Puis c'est pour ça, la communication graphique, c'était du graphisme aussi. Mais il y avait des ordis là-bas, imagine-toi, là, dans ce temps, c'est là que l'ordinateur arrivait, en fait. Avant ça, les gens faisaient ce qu'on appelait un prêt à photo là, sur avec des exactos, puis en tout cas des tire-lignes. Écoute, c'était vraiment laborieux. Là. L'arrivée de l'ordinateur, c'est une autre affaire aussi. Moi, j'aurais pas fait de BD s'il n'y avait pas d'ordi. Et encore une fois, cette conjonction d'événements-là, puis bon, sans doute beaucoup de chance aussi. Mais quand tu dis t'aurais pas fait de BD s'il n'y avait pas eu d'ordi, c'était simple. Tu dis d'Internet parce que t'aurais pas pu distribuer ton matériel. Je parle aussi de l'ordinateur en tant qu'outil de travail. Ah oui? OK. Parce que, tu sais, la coloration, les textes d'un ballon, tu sais, il y a un paquet d'affaires qu'on fait sur l'ordi maintenant. Moi, je dessine les planches sur du papier, là. Mais après ça, je les scanne, je mets les bulles dans Photoshop, etc. Tu sais, la coloration, c'est une coloration numérique, même si j'en ai déjà fait à l'aquarelle aussi, là. Mais tu sais, j'utilise beaucoup l'ordi pour revenir en arrière, corriger des trucs. Tu sais, avant, quand il n'y avait pas ça, il fallait que tu recommences tout quand tu te trompais, là. Ouais, c'est long. Quand tu renversais ta bouteille d'encre sur ta table, c'est la page au complet, puis même peut-être les pages d'à côté qui étaient empilées à côté de toi, qui étaient toutes foutues, là. Puis t'en as eu des accidents comme ça? Ah oui, j'en ai plein, des accidents comme ça, là. La plupart des auteurs de BD qui ont vécu cette époque-là en ont eu des accidents de même, tu sais. Donc, l'ordinateur aussi, c'était important. Puis c'est ça. Quand j'étais à l'université, ben, il y avait un local, il y avait un partenariat entre l'université puis la compagnie Apple, puis ils nous fournissaient des ordis, puis des scanners, puis des caméras numériques. Puis bon, écoute, je passais mes heures de dîner là, tu sais, à essayer de maîtriser le logiciel, puis à comprendre comment ça marche. Puis, tant et si bien que quand j'ai gradué de là, tu sais, l'ordinateur avait pas de secret pour moi, puis je comprenais ce qu'on pouvait faire avec ça. OK. Puis, bon, en tout cas, bref, c'est ça, tu sais, tout ce parcours-là m'a, je pense, en tout cas, a fait tomber beaucoup de barrières en ce qui me concerne pour la bande dessinée. Ensuite, après les études, c'est à ces moments-là que tu as commencé à faire des livres pour plus jeunesse. Quand j'ai gradué à l'université, j'étais pas mal décidé à faire de l'illustration. C'était vraiment ça qui me tentait. Puis je m'étais dit, regarde, j'habitais dans une chambre, là, dans une petite maison qui appartenait à ma tante. Puis la vie me coûtait pas cher. Puis je m'étais dit, je vais faire de l'illustration. Puis ça prendra le temps que ça prendra. Puis je vais être capable de gagner ma vie de même. Puis même si je mange du beurre de pinot à tous les jours, ben, je vais le faire un bout puis je vais être correct. Sauf que les premiers contrats d'illustration que j'ai faits, à un moment donné, j'ai comme réalisé que c'était du dessin jetable. Dans le sens où, tu sais, c'est bien beau de faire un dessin, mettons, pour la Société d'assurance automobile du Québec pour le renouvellement de permis de conduire. Là. Les personnes remarquent qu'il y a une illustration en haut du formulaire, ils vont détacher la partie qui est sur laquelle il y a leur signature, puis ton dessin, puis le mettre dans la poubelle, tu sais. Puis rapidement, j'ai réalisé ça, là, que je dessinais pour la poubelle, en fait. Puis c'était compliqué de se faire payer aussi. Dans ce temps-là, les gens étaient supposés nous payer dans les 90 jours, mais souvent, c'était plus long que ça. Ouf. Donc, tu étais tout le temps dans l'attente de beaucoup d'argent qui rentrait rarement, ou en tout cas, quand ça rentrait, c'était par fragments. Puis, tu sais, t'étais tout le temps cassé. Puis en train qu'à un moment donné, je me suis découragé de ça. T'sais, je me suis dit, OK, l'illustration, c'est pas pour moi, j'arrête tout ça. Pendant une couple d'années, je dessinais plus. En fait, je faisais du graphisme, puis je gagnais ma vie comme graphiste, puis j'avais tout oublié ça. Là. Puis c'est encore un concours de circonstances complètement imprévu qui m'a ramené à la bande dessinée. Mon frère était enseignant sur la rive sud de Québec. Mon frère Laurent, celui que tu connais pas. Mm-hmm. Puis il n'y avait pas de voiture. Puis il n'y avait pas de poste non plus. Donc il avait besoin de se pointer à l'école à chaque matin pour dire, écoutez, moi je suis disponible, si vous avez besoin d'un remplaçant, je suis là. Et pour ça, ça prenait une auto, puis moi j'avais une auto. Donc j'y ai passé ma voiture pendant des mois pour qu'il aille là-bas. T'sais. Moi, je prenais l'autobus pour aller travailler. Puis un matin, il m'a appelé, puis il m'a dit, hey, Philippe, j'ai perdu une roue avec ta voiture sur le pont de Québec. Il dit, là, j'ai fait venir une remorqueuse, etc. Mais il dit, là, ça me prendrait les papiers d'assurance. Donc là, ben, j'ai dit, OK, je vais retourner chez nous chercher les papiers d'assurance, je te rappelle. Donc là, j'ai quitté le bureau, je suis embarqué dans l'autobus. Je suis retourné chez nous au centre-ville, puis en sortant de l'autobus, j'ai croisé l'Eftante qui faisait du jogging. Que j'avais fréquenté pendant mes années d'études au cégep à l'université, mais on s'était perdu de vue. Il faisait du jogging dans mon quartier, puis il m'a dit, hey, il faudrait qu'on aille prendre un verre, j'aurais le goût qu'on fasse de la BD ensemble, qu'on parte un fanzine. Puis tu sais, c'est une idée qui me trottait dans la tête, moi aussi. Là, j'ai dit, écoute, là, je peux pas te parler tout de suite, là, mais on s'en reparle. Puis une couple de jours plus tard, on est allé prendre une bière. Puis on a mis ça sur la table, puis c'est comme ça que ça a reparti. T'sais. On a parti le fanzine Tabasco comme ça. Puis les choses, tu comprends, il y a tout le temps, on dirait que le hasard, la vie, pas ça comme tu veux, là, le destin, le karma me ramène tout le temps à la bande dessinée. Puis c'est ce qui est arrivé encore une fois à ce moment-là. Puis tranquillement, pas vite, ça a pris en plus de place dans ma vie. Tu sais, en 97, on était
c'était pas les balbutiements d'Internet, mais en tout cas, pour monsieur, madame, tout le monde, on n'avait pas tous Internet. Là. Non. Moi, j'ai commencé à avoir Internet au travail à ce moment-là, puis bon, là, j'allais voir les sites web de BD Paradisio, puis etc. Puis j'ai découvert Louis Trondheim, puis l'association grâce à Internet. T'sais. Puis c'est ça, les choses ont commencé à bouger pour nous grâce à ça. T'es allé en France aussi pour faire une formation, je crois, avec Spirou En pendant... fait, ça, après. tu mélanges deux affaires. C'est qu'en 98, Oui. il y avait un organisme au Québec, qui s'appelait l'Agence Québec-Wallonie-Bruxelles pour la jeunesse. OK. La plupart des auteurs de BD québécois ont fait leur premier voyage en Europe grâce à eux. OK. Il suffisait de présenter un projet où on allait rencontrer des gens, puis etc. Puis eux, ils nous payaient le billet d'avion. Et rendu là-bas, mais on s'organisait pour vivre. T'sais. Donc, moi, mon rêve à ce moment-là, c'était d'aller travailler chez Spirou, le magazine Spirou. Puis j'avais contacté le rédacteur en chef qui s'appelait Thierry Taillot. J'avais envoyé une lettre avec des exemplaires de Tabasco, puis j'avais dit, écoute, moi, je serais super intéressé à venir faire un stage chez Spirou, etc. Puis il m'avait dit, pas de problème, tu vas venir une couple de jours. Là. Je pense que c'était 3 jours, je me rappelle plus en tout cas. J'avais passé 3 jours dans les bureaux de Spirou avec notamment Raoul Cauvin, à faire de l'observation, puis à regarder comment est-ce qu'ils faisaient ça, eux autres, le magazine. Parce que nous, Tabasco, on voyait ça un peu comme un fanzine très simple, là, mais on se disait, à ce moment-là, en tout cas, on se disait peut-être qu'on peut le développer pour en faire quelque chose de plus luxueux. Donc, cette immersion-là m'avait servi à ça. Puis par la suite, si je me rappelle bien, j'étais resté une vingtaine de jours en Belgique. J'avais fait le tour d'un paquet de places. Là. J'avais été voir un paquet d'éditeurs alternatifs, là, la 5e couche, tout ça, puis Rayon, Amok, en tout cas, un paquet de petits éditeurs. Puis c'est ça, je m'étais promené aux 4 coins de la Belgique pour comprendre c'était quoi la dynamique de la nouvelle bande dessinée. La bande dessinée qui était autrefois underground, qui est en train de monter et de s'imposer comme quelque chose de plus commun. Donc ça, c'est une chose. Puis plus tard, en 2010, j'ai eu une résidence d'auteur à Bordeaux, en France. Oui. Où je suis allé pendant plusieurs mois. Enfin, même mes enfants sont venus. Ils sont allés à l'école là-bas pendant que j'étais là. Ah oui? Ouais. Mais c'est ça. La Belgique, ça a été mon vrai premier voyage de bande dessinée. J'étais en Europe avant, là, mais c'est par mes propres moyens. Mais là, vraiment, à tous les jours, j'avais donné dans BD, puis j'avais des rendez-vous. J'étais même allé à l'école Saint-Luc à Bruxelles. Rencontrer des profs, rencontrer des classes d'étudiants. Je veux dire, j'avais vraiment fait une grosse immersion. J'avais été au musée de la bande dessinée, en tout cas. J'avais fait beaucoup de choses à ce moment-là. C'était tout relié à la bande dessinée. Est-ce que, je connais pas assez bien la BD française, mais la Belgique, c'est un lieu important de la bande dessinée? Ah, écoute, la Belgique, mon gars, c'est le berceau de la bande dessinée. Tu sais, Tintin, Spirou, oui. Schtroumpf, Gaston Lagaffe, ça vient tout de là. Là. Ça part Avec de là. Mortimer, je veux dire, c'est vraiment, là, c'est juste qu'on parle de BD franco-belge, parce que dans le fond, c'est deux pays. En tout cas, quand il est question de bande dessinée, puis de la manière de la faire, la manière de la concevoir, on peut dire qu'il y a une certaine osmose entre les deux. Là. Okay. C'est deux pays où on parle français. Mais la Belgique, écoute, c'est très important dans la bande dessinée. C'est réellement, là, j'y suis encore allé l'année dernière en résidence, 1 mois à Liège, là, puis ça continue. quand t'aimes la bande dessinée, que tu débarques en Belgique, t'es au paradis, là, je veux dire. Mais pourquoi là-bas? Ouais. Pourquoi cet endroit-là particulièrement? Ah, parce que après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là, il y a beaucoup d'industries lourdes qui s'est installées en Belgique, notamment les imprimeries. Il y avait un immense bassin d'imprimeurs en Belgique. Okay. Donc, ça a fait que cette industrie-là s'est développée énormément. Et que, donc, eux autres, ils avaient les moyens d'imprimer des livres. Donc, ils ont naturellement, ils se sont lancés là-dedans, puis il y a des BD qui sortaient. Puis, tu sais, la littérature jeunesse, dans l'exemple de Tintin, on parle souvent du journal Le Soir, là, puis du Petit 20e, bon, dans lequel Hergé publiait ses premières histoires. Mais après ça, quand on faisait des livres de tous ces épisodes-là qui paraissaient en feuilleton dans les journaux, ben, on avait la ressource à côté pour fabriquer le livre, tu comprends? C'est ça. Donc, la Belgique est devenue comme le creuset de la bande dessinée franco-belge contemporaine à cause de ça. À cause de détails techniques. Aujourd'hui, c'est la technique, le savoir-faire, tu comprends, la culture aussi de l'image. Bon, tu sais, la bande dessinée, on a tendance à l'oublier, mais ça vient beaucoup des images d'Épinard. Puis, c'est ça, la Belgique, c'est un pays catholique. Donc, ils avaient cette culture de l'image-là aussi, pas loin. Tu comprends? Tout ça, encore une fois, il y a une conjonction d'événements et de facteurs qui font que tous les facteurs étaient réunis pour que ça émerge, en fait. Wow. Je te dis, encore aujourd'hui, quand tu es en Belgique, le système de la BD, écoute, tu le sens, il y a des murales sur les murs à Bruxelles, d'immenses murales de bande dessinée partout. Ils ont
magnifique musée de la bande dessinée, des libraires, des ateliers d'auteurs. Je veux dire, c'est un pays de bande dessinée. C'est hallucinant, là, la Belgique. Là. Je veux dire, c'est le paradis. Là. Wow. Donc, t'as eu la chance d'être là-bas, de travailler, t'as eu une formation, et là, par après, t'es revenu ici. Ouais. T'es revenu au Québec. T'as toujours habité à Québec, hein? T'as pas habité à Montréal. J'ai habité à Montréal en 1994. Ouais. Okay. Je suis revenu à Québec après. OK. Puis là, excuse-moi, je fais encore des parallèles avec ton frère, je peux pas m'empêcher, parce que je sais que Guillaume Girard, ton frère, il voit quand même un sérieux culte à Leonard Cohen. Quand même. Puis, plus que moi, en fait. Plus que moi. Ah, mais c'est ça c'est là que j'étais comme un peu intéressé à savoir. Parce que quand j'ai vu, connaissant Guillaume, puis là, quand j'ai vu toi qui avais sorti ce livre de Cohen, j'ai fait, OK, c'est-tu un truc entre frères, genre, les autres qui capotent, c'est séparé, c'est une coïncidence encore une fois. Moi, en fait, écoute, mon histoire avec Leonard Cohen est vraiment bizarre, ou en tout cas quelconque, si je puis dire. C'est qu'à un moment donné, quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, j'avais un cousin de mon âge qui habitait à Montréal. C'est encore le cas, là. Puis ma mère m'envoyait une semaine de l'été à Montréal chez mon cousin. Parce que mes deux frères étaient très proches l'un de l'autre. Tu sais, moi, c'était comme mon frère, mais tu sais, c'était mon cousin. Ma mère m'envoyait là une semaine d'été. Puis à un moment donné, on avait pris le métro ensemble pour aller à la Ronde ou au Parc Belmont, je ne me rappelle plus en tout cas. Et le Noël précédent, mon père avait offert l'album Tension, Attention de Daniel Lavoie à un de mes oncles. Puis je connaissais pas Daniel Lavoie, moi, à ce moment-là, mais tu sais, parce que j'avais vu ce disque-là circuler, j'avais vu m'emmener dans un reportage de télévision Daniel Lavoie donner une entrevue, et il expliquait qu'il prenait le métro et qu'il se déguisait pour pas que les gens le reconnaissent. Tu sais, c'était à l'époque où il était vraiment populaire. Mm-hmm. En tout cas, j'étais resté marqué de cette révélation-là, et en prenant le métro, donc, avec mon cousin pour aller au Parc Belmont ou à la Ronde, à un moment donné, j'ai réalisé qu'assis devant nous, il y avait Daniel Lavoie. Il y avait une espèce de chapeau avec des lunettes, là, puis une fausse moustache. Et là, je le fixais, là, je le dévisageais, puis il m'a fait un clin d'œil comme ça, puis tu sais, en voulant dire « chut, dis rien ». Tu sais. Je savais que c'était lui, puis il avait bien vu que je l'avais reconnu. Donc moi, j'avais l'impression qu'à Montréal, toutes les vedettes se promenaient avec des chapeaux mous, puis des fausses moustaches, puis des grosses lunettes, puis des planches, puis passer inaperçu. Donc, à toutes les fois que j'allais à Montréal, puis ça a duré pendant des années, quand je marchais dans la rue, je dévisageais tout le temps les gens en essayant de voir au-delà du costume si c'était pas une vedette. T'sais. Vers l'âge de 18 ans ou 19 ans, donc, je marchais avec mon cousin à Montréal, dans les rues, si je me rappelle bien, sur la rue Saint-Denis, pas loin du Théâtre Corona, ça se peut-tu? Il y a le Théâtre Saint-Denis, le Corona, là, il est... Ah, le Théâtre Saint-Denis, ouais. Justement. Ouais. Puis là, je regardais, puis mon cousin, il m'a dit « Hey, on vient de passer à côté de Leonard Cohen. » Là, j'ai dit « En quoi? » Mais il était déguisé en quoi? Il m'a dit « En rien, en Leonard Cohen. » Et là, j'ai réalisé que finalement, j'avais raté mon rendez-vous avec Leonard Cohen. Puis dans les jours qui ont suivi, ou les semaines qui ont suivi, j'ai acheté l'album The Future de Leonard Cohen. C'est le premier que j'ai acheté. Un peu parce que j'étais comme déçu d'avoir raté ça. Puis je connaissais la chanson, quelques-unes de ses chansons, mais pas beaucoup. Là. First We Take Manhattan, Then We Take Berlin. C'est la première, en fait, que j'ai connue. Mais donc, j'avais acheté l'album The Future. Et j'ai commencé à aimer Leonard Cohen à ce moment-là, mais c'était assez tard dans sa carrière quand même. Tu sais, Leonard Cohen, il avait déjà sa grosse voix, il était sombre. Mm-hmm. Et je peux pas dire que j'avais le goût d'acheter ses anciens albums. Tu sais, pour moi, contrairement à mon frère Guillaume, qui lui a déménagé à Montréal, moi c'est ça, j'ai vécu quelques mois à Montréal en 94, après ça je suis revenu à Québec. J'aime encore Montréal, mais tu sais, je suis pas, j'ai pas les mêmes racines que lui à Montréal. Là. J'en ai des racines à Montréal. Tu sais, j'aime cette ville, j'aime y aller, mais j'ai pas le même. Je présume jusqu'à un certain point, on peut encore dire que je suis un touriste à Montréal. Mais en tout cas, bref, pour moi, Leonard Cohen, c'était l'histoire d'un rendez-vous raté. T'sais. Puis c'est resté comme ça. J'ai continué à acheter ses albums après, les nouveaux, parce que j'aimais sa grosse voix grave. J'aimais cette musique-là un peu sinistre, un peu sombre. Puis plusieurs années plus tard, j'ai une tante qui avait acheté des billets pour aller le voir en spectacle au Colisée et qui ne pouvait pas y aller. Et qui m'a offert les billets. Et moi, je me suis pointé là, au Colisée, écoute, c'était plein, là, puis j'ai vu un concert de Leonard Cohen, puis ça finissait pas, un concert de Leonard Cohen. Les techniciens allumaient les lumières à la fin, puis ils continuaient à chanter, puis il était obligé de les refermer, puis je veux dire, le monde ne sortait pas de la salle, ça finissait à 1h du matin, même quand il était rendu vieux. En tout cas, je suis revenu de là complètement bouleversé par l'expérience. Je te dis, j'y ai passé pendant des années, puis jusqu'au jour où il est mort. Puis quand il est mort, je me suis dit, cette année-là, David Bowie est mort aussi, puis ça, c'est une grosse année. C'est mon artiste préféré, c'est David Bowie. Puis je me suis dit, check bien ça, il y a quelqu'un qui va faire un livre à course sur Leonard Cohen juste pour se débarrasser
du sujet, puis piler sur le cadavre, puis tu sais, faire de quoi vite, puis je vais être déçu, puis je serai pas content, parce que là, j'attendais, puis le livre sortait pas. Et les mois passaient, je voyais pas de livre annoncé nulle part. À un moment donné, je me suis dit, non, peut-être c'est moi qu'il faut qu'il fasse ce livre-là. Donc, j'ai pris la peine de me documenter, j'ai lu beaucoup. Puis je dois te dire une chose aussi, j'avais été en Californie quelques années plus tôt, puis à Los Angeles, à l'hôtel, à un moment donné, je m'étais amusé à fouiller dans l'annuaire téléphonique. Je m'étais dit, il doit y avoir l'adresse, le numéro de téléphone de George Harrison, puis Tom Petty, puis ouais, donc, mais il était pas là. Mais Leonard Cohen était dans l'annuaire téléphonique. Avec son numéro de téléphone. Imagine-toi. Je capotais, en tout cas, je m'étais dit, c'est assez malade, ça. Donc, c'est ça. J'ai commencé à faire le livre en gardant ça en tête. Tu sais, que c'était quand même une vedette différente des autres, que c'est une vedette qu'on peut aborder, puis que, on le voyait dans les rues à Montréal, puis au café, puis les gens qui l'ont vu dans le métro. Je veux dire, c'est quand même particulier, là. Donc, c'est ça, c'est pour ça que je suis venu à lui. Puis je te dirais que j'ai appris à le connaître et à l'aimer en faisant le livre, parce que au-delà du chanteur, c'est vraiment quelqu'un... j'avais le sentiment qu'il était assis à côté de moi quand il dessinait, puis qu'il me parlait, puis il fumait sa cigarette, puis je sais pas comment t'expliquer ça, là, c'est vraiment un phénomène particulier, ça. Puis j'ai tellement lu sur lui qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de savoir des choses, comme un ami, c'est des choses sur un autre ami, que tu gardes pour toi et que tu ne révèles pas par amitié. Il y a plein de choses que j'ai pas dites dans mon livre sur Leonard Cohen parce que il me semblait que c'était indigne de l'amitié que j'avais développée pour lui. C'est fou ça, donc, mais il faut... C'est une amitié qui s'est développée sur le tard. Ouais, puis en plus, c'est que c'est... Dans le cas de Cohen, il y a tellement de documentation. Il y a tellement de choses. Et puis aujourd'hui, le nombre de films... Et sans parler de ses livres, tu sais, quand le moindrement tu décides n'importe qui décide un matin de se lancer dans l'univers Cohen, il va en avoir pour un bout, là, tu sais. Il y en a pas mal de choses à... Mais tu sais, en même temps, tu peux aimer Leonard Cohen, puis j'ai envie de dire, à toucher à la substantifique moelle de Leonard Cohen, sans tout lire, sans tout savoir. Ah oui. Jusqu'à un certain point, c'est quelqu'un qui était assez transparent, puis il était tel qu'en lui-même. On a juste regardé les entrevues qu'il donne sur YouTube, puis tu te rends compte que ce gars-là était pas... il vivait pas dans un palace doré là, en haut d'une montagne avec des grilles de 20 mètres de haut autour de sa maison. Il vivait en plein centre-ville. Là. Oh, c'est assez révélateur sur l'essence du personnage. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Ouais. Et tu vois, mon frère m'a amené voir sa tombe, là, son royal. Puis ça, c'est une autre affaire qui m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup touché de voir que David Bowie a fait disperser ses sondes là, près de Bali, dans la mer. Leonard Cohen, tu peux aller voir sa tombe. Je trouve qu'encore une fois, ça parle tellement de qui il était. Il était tellement différent, en fait. Ah oui, puis sans parler de tout son contexte religieux. Puis aussi, quelque chose que les gens savent pas, c'est pas tout le monde qui savent, quand ils ont annoncé sa mort, il était déjà mort depuis un bout. Ouais. Ils voulaient que ce soit discret, ils ont fait la cérémonie de l'enterrement avait déjà été exécutée et après, ils ont annoncé sa mort. Je pense que ça a été comme 3 ou 4 jours, même peut-être 5 après. Puis là, les gens étaient tout marqués, mais parce qu'ils voulaient pas justement toute l'attention médiatique, laisser les enfants, laisser petits-enfants vivre ce moment-là, ce que je trouve pas mal chouette, ça aussi, quand même. Je dois admettre. Mais, donc, ce sujet-là, super lumineux de Cohen, et là, tout d'un coup, pouf, on se retrouve avec Jerry Bull, avec c'est une fiction. En fait, c'est une fiction autour de la vie de Gérald Bull, il faut quand même le dire. Là. Ouais. Pour Cohen, j'ai vraiment essayé de faire une biographie, mais pour Super Canon, je peux pas dire que c'est une biographie. C'est une histoire qui tourne autour de sa vie, mais il y avait beaucoup de trous dans le fil conducteur de l'histoire que je voulais raconter. Donc, j'ai dû faire l'effort d'empathie nécessaire pour entrer dans la peau du personnage et essayer de comprendre ce qu'il vivait. Puis, c'est pas une biographie, tu comprends? C'est vraiment une œuvre de fiction basée sur les faits les plus connus de son existence, dans le but de faire comprendre au lecteur comment ce gars-là a été trahi par les gouvernements puis les gens qui ont subventionné son travail. En fait. Oui, trahi, c'est le bon mot. En même temps, évidemment, tu sais, ce que j'ai trouvé intéressant dans le livre, c'est qu'à la toute fin, quand il est terminé, t'as mis toutes les sources que tu as utilisées justement pour t'informer, tout ça. Puis je t'avoue que je risque d'aller m'amuser un peu là-dedans parce que je suis curieux, même, tu sais, après avoir terminé de lire, j'étais allé voir une photo, j'étais comme, qui ressemble à quoi? C'est qui cette personne-là? Ce qui est chouette dans la façon que tu le traites, c'est le dessin. Je veux pas dire que ça embellit le personnage, parce que tu sais, c'était quand même
une drôle de personne, quelque part, là, dans ses projets, mais en même temps, il y a un ton... si tu parlais en entrevue, je pense que tu parlais beaucoup du rêve, le rêve inaccompli ou la portée du rêve qu'il avait En fait, c'est que pour ses projets. Oscar Wilde disait il y a 2 drames dans la vie d'un être humain. C'est réaliser ses rêves ou ne pas réaliser ses rêves. Et je pense que dans le cas de Gérald Bull, il a vécu les deux. Il a réalisé son rêve de construire des immenses canons, mais il n'a pas réalisé son rêve d'utiliser ces canons-là pour lancer des satellites dans l'espace. Donc, ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Je trouvais que c'est un beau paradoxe. Et l'autre truc aussi que je trouve, c'est que ce gars-là, en Angleterre, Alan Turing, qui est le père de le père de l'ordinateur moderne, a été considéré comme un paria à la fin de son existence parce qu'il est homosexuel, etc. On a sali sa réputation, on l'a descendu en flammes, et des décennies après sa mort, je pense que 50 ans après sa mort, la reine Élisabeth, dans une déclaration officielle en 2013, a reconnu que cet homme-là n'avait pas été traité correctement. On avait sali son nom, et elle a présenté des excuses à sa famille au nom de l'État, en reconnaissant que c'était un grand scientifique britannique. Et je pense que Gérald Bull mériterait le même traitement. Je pense que Gérald Bull est un homme qui a été injustement traité par l'État, par l'histoire, par ses contemporains. C'est quelqu'un dont on a sali le nom. Et sa famille mériterait de recevoir des excuses officielles de nos institutions, en commençant par le gouvernement du Canada, puis peut-être les autres gouvernements des autres pays. Là. Et je crois que cet homme-là mériterait en tout cas, sa famille mériterait de recevoir ces excuses-là, et son nom à lui mériterait d'être lavé de tout soupçon. Parce que c'est réellement un grand scientifique qui a fait avancer son champ d'expertise comme personne d'autre. Et si ces canons ont été utilisés pour faire la guerre, c'est pas parce que lui le voulait. C'est parce que les gens qui ont utilisé son travail dans cet esprit-là, mais ce n'était pas du tout son souhait. Et c'est ça qui m'intéressait. Moi, c'est ça que je voulais raconter, en fait. L'histoire d'un homme qui a été injustement traité par l'histoire, d'un grand homme, en fait, qui a été injustement traité par l'histoire. Il y a quand même une coïncidence amusante qu'on a le film Oppenheimer qui est arrivé, qui offre, c'est pas le même angle, c'est pas du tout pareil, mais c'est quand même une situation, il y a certaines similitudes justement sur en fait, 2 personnages, au moins il y a ça, les 2 personnages rêvaient à quelque chose et ce rêve-là se transforme en autre chose. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Évidemment, c'est souvent le cas. Hein? Mais c'est souvent le cas, oui, c'est ça. C'est souvent le cas, tu sais. Mais moi, encore une fois, j'ai pas vu Oppenheimer. Ah non! OK. Donc, je peux pas en parler. J'étais en vacances ces dernières semaines, donc j'ai pas été bien au cinéma, mais... Mais tu vas aller le voir sûrement, là. Moi, sans doute, mais encore une fois, Gérald Bull, c'était un rêveur. C'est un homme qui voyait le monde avec d'autres yeux que le commun des mortels. Pour lui, un canon, c'était pas une arme de guerre, c'était un instrument technologique, technique, qui avait la capacité de faire quelque chose d'intéressant, en l'occurrence, améliorer le sort de ses semblables en envoyant des satellites dans l'espace à moindre coût. T'sais. Et c'est pour ça que j'ai coloré mon livre comme il l'est, avec des ciels roses, du gazon bleu, justement, c'est ça. Des arbres jaunes, puis gris, etc. C'est que je voulais qu'on comprenne que lui voyait le monde différemment. Puis je trouve que... bon, c'est sûr que, tu sais, quand tu fais affaire avec des militaires, puis des compagnies qui fabriquent des bombes, etc., ben, tu joues un jeu dangereux. Et il était sincèrement convaincu, lui, qu'il allait réussir à concrétiser son rêve. Il a fait toutes les avancées techniques nécessaires là, pour miniaturiser la technologie pour qu'elle soit pas détruite par la pression avec la propulsion de l'obus. Je veux dire, il a tout fait ce qu'il fallait pour que ça se fasse. Et je trouve que c'est pour ça que je te dis que je trouve que sa famille, parce que lui est mort évidemment, mais sa femme et ses enfants mériteraient de recevoir des excuses officielles du gouvernement pour le mauvais traitement que lui a reçu de son vivant. C'est un homme dont on devrait laver la réputation puis rétablir la renommée. Il a réellement fait des choses extraordinaires dans son domaine et il ne méritait pas d'être traité comme ça. Peux-tu me dire comment ce sujet-là était tombé dans les mains? Parce que c'est quand même curieux. En fait, dans les années 90, tu sais, quand il y a eu la première guerre du Golfe en 1990, j'étais à l'université. Puis j'avais un ami qui étudiait au Collège royal militaire de Saint-Jean pour être ingénieur. Puis, écoute, nous, on avait tous peur que la conscription soit déclarée au Canada puis qu'on soit pris pour aller se battre en Irak. Puis lui, il nous disait, c'est quand même paradoxal parce que les armes
qu'on reproche à Saddam Hussein d'utiliser. En tout cas, parmi ces armes-là, il y a des canons qui ont été créés par un scientifique canadien, en l'occurrence Gerald Bull. Et là, le Canada fait partie de la coalition qui va aller se battre en Irak contre Saddam Hussein. Donc, moi, c'est comme ça que au début, j'ai entendu parler de lui. Je trouvais ça quand même assez impressionnant. Bon, évidemment, après ça, on connaît l'histoire. Là, il n'y a pas eu de conscription. Bon, ça s'est arrêté. Puis 20 ans plus tard, George Bush, fils, est allé refaire une autre guerre en Irak pour supposément finir le travail. Puis, bon, c'est ça. C'est un peu là que, tu sais, ce personnage-là, autrement dit, Gerald Bull, il traînait dans le décor depuis un... Et quand j'ai eu fini Leonard Cohen, l'album de Leonard Cohen, un an plus tard, parce que c'était la pandémie, tu sais, le livre, j'ai attendu un an avant qu'il sorte, en fait. L'éditeur m'a contacté, puis il m'a dit, j'aimerais ça retravailler avec toi. Puis je savais pas quoi faire, tu sais, on pouvait pas aller dans les bibliothèques contacter, aller chercher de la documentation, etc. Moi, ce projet-là sur Gerald Bull, ça fait longtemps qu'il me trottait dans la tête. J'avais même contacté quelqu'un proche de la famille pour essayer d'aller compléter l'information qui me manquait, mais à toutes les fois que je donnais rendez-vous pour aller manger, il me posait des lapins, il me plantait là, puis il venait pas. Ah ouais. Donc, à un moment donné, j'avais mis ça de côté. Je m'étais dit, j'ai pas ce qu'il faut, puis bon, c'est mal aligné. Mais quand Casterman m'a recontacté, je leur ai parlé de ça. Je leur ai expliqué le contexte. Là. Il m'avait fourni un scénario sur Alan Turing, justement. En me disant, regarde, c'est le genre d'affaires qui nous intéressent. Puis là, je me suis rappelé pour moi, Alan Turing, c'était comme un grand scientifique dont la réputation a été salie de son vivant. Et donc, c'est ça qui avait bénéficié d'une grâce là, posthume de la part de la reine Élisabeth, qui avait reconnu dans une déclaration publique que c'était un grand scientifique. Et j'ai tout de suite fait le lien entre lui et Gerald Bull. Il me semblait que Gerald Bull méritait le même traitement. Donc, j'en ai parlé à mon éditeur en lui expliquant que, bon, c'est la pandémie, j'ai de la documentation que j'amorce depuis des années, mais il y a des trous dans la documentation dont je dispose, puis la documentation était difficile à aller chercher, tout était fermé à cause de la pandémie. Et là, l'éditeur m'a dit, écoute, de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est, si la légende est plus intéressante que la vérité, on va raconter la légende. On dit, on va en faire une œuvre de fiction. Toi, tu vas faire l'effort de te mettre dans la peau de Gerald Bull pour nous expliquer comment il se sent en tant qu'être humain traqué qui a une cible derrière la tête. Puis on va travailler ensemble pour que tout ça soit le plus crédible possible. C'est ça qu'il faut faire. Donc, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai commencé à dessiner le livre. Et puis quand le carcan est devenu un petit peu plus lousse autour de la société, j'ai pris l'avion pour aller en Belgique. Je voulais aller à Uccle, là où il est mort. J'avais contacté un agent d'immeuble qui louait un appartement dans l'édifice où il était abattu, en tout cas, puis en lui disant que je voulais visiter un appartement, etc. Le gars n'est pas venu au rendez-vous, mais il y avait des déménageurs devant la porte de l'édifice en question, donc les portes étaient ouvertes, les portes extérieures, là, parce que c'est un édifice qui est surveillé par caméra. Aujourd'hui, il y a quand même eu un meurtre dedans. En tout cas, donc je suis rentré par la porte, je me suis faufilé jusqu'à l'étage où il habitait, je suis allé devant sa porte, j'ai pris des photos, etc. Tu comprends? Mais surtout, c'est que je suis devant sa porte, là, je suis revenu avec le principal matériau de mon livre, c'est-à-dire c'est comme si à ce moment-là, j'ai senti ce que c'était que d'être dans ses chaussures. Je me suis senti comme un gars traqué, qui vit tout le temps en regardant par-dessus son épaule. Puis ça, c'est le principal matériau que j'ai ramené chez nous après. Donc, c'est ça, c'est comme ça. Fait, tout ce contexte-là, encore une fois, m'a mené à ce livre. Mais toutes les... Je veux dire, la prise de documentation, presque le niveau enquête du sujet, ouais. Tu l'avais débuté sans penser nécessairement que tu allais en faire un livre. Parce que tu disais, c'est en parlant avec mon éditeur que c'est revenu, mais... donc c'est-à-dire que je voulais en faire un livre, mais comme je te dis, j'avais donné rendez-vous, plusieurs rendez-vous là, à quelqu'un qui était proche de la famille, qui me plantait tout le temps là, qui venait pas. Mais aujourd'hui, la famille, est-ce que tu leur as donné une copie? Non, je sais pas comment les rejoindre. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'a sans doute rendu service, cette affaire-là, parce que la biographie que j'ai faite sur Cohen, ça a été super. Il y a tellement de difficultés à faire une biographie, ne serait-ce que de t'assurer que tout ce que tu racontes est factuel. C'est très, très dur. Là. Je me dis, j'en ferai plus jamais ça. Ah, OK. Sauf que là, l'idée que j'avais en tête, c'était un peu une bio. Je cherchais une façon de ne pas en faire une bio. Je trouvais que le sujet est intéressant. L'idée d'exposer le fait que tu avais un honnête homme qui a été comme sali, ou en tout cas dont la réputation a été salie de son vivant, ça m'intéressait de raconter ça. Mais là, je voulais plus faire ça, des biographies, moi. Je veux dire, je voulais avoir une licence poétique qui me permettait de faire un gros effort d'empathie puis d'expliquer au lecteur, voici comment il se sent, mon personnage. Je lui ai pas demandé, c'est moi qui vous le dis, il va se sentir de même. Puis pour l'éditeur, c'était plus intéressant de procéder comme ça aussi. Tu comprends? Okay. C'est ça l'affaire, là, c'est que, des bios, là, j'en ferais pas une spécialité, là. Je veux dire, il y a trop de contraintes reliées à ça. Beaucoup trop de contraintes. Tu vois, dans le code de Cohen, là, on n'avait pas le droit de citer une seule phrase de poème,
ou une seule ligne de ses chansons. Rien du tout. Là. Attends, mais pourquoi? Il y avait des enjeux de droit d'auteur. Lui, il a été floué par son agent Ouais. de son vivant. Puis bon, donc, il avait laissé des consignes extrêmement strictes par rapport à ça. Donc, il a fallu que je raconte son œuvre et ses chansons sans les citer. Donc, je l'ai fait une fois dans le livre, là, je veux dire, mais cette stratégie-là, je ne pouvais pas la réutiliser une deuxième fois. On m'aurait dit, tu fais encore le même livre, mais avec quelqu'un d'autre. Donc, en décidant de tricoter une fiction autour d'un fait réel, ben, je me libérais de cette contrainte-là, en fait. Est-ce que tu penses que ça va être un peu l'esthétique que tu as développée davantage dans les prochains projets ou te lancer dans de la pure, dure fiction sans inspiration réelle, ça t'attire? Oui, en fait, tout est possible. Là, je veux dire, dans le sens où, ce qui compte, c'est que le projet m'intéresse. Mm-hmm. Puis, il faut vraiment que je sois capable, en tout cas, il faut que je sente au départ que je peux passer une année ou deux dans la tête là-dedans puis que je vais rester motivé puis intéressé. C'est ça, en fait, le challenge. C'est ça qu'il faut que je fasse. En ce moment, as-tu la tête dans quelque chose? Ouais, en ce moment, j'ai la tête dans d'autres choses, mais je peux pas en parler. Évidemment, mais non. Mais oui, je suis sur autre chose en ce moment. C'est une histoire qui se passe au Québec. Mais encore une fois, je peux pas dire que... Tu m'as demandé si l'esthétique que j'avais développée allait rester. J'essaie de rebrasser les cartes autant que possible à chaque fois. Mm-hmm. C'est sûr que je dessine comme je dessine, puis bon, je change de crayon, tout ça, mais à un moment donné, je présume que les gens reconnaissent mon style, ou je sais pas comment appeler ça, là, ma manière de dessiner, mais j'essaie de changer la palette de couleurs, d'éclater les cases. Dans Super Canon, j'ai des doubles pages, ce que j'avais pas dans Cohen. Bon, en tout cas, tout ça, pour moi, c'est comme une manière d'essayer de me réinventer, de pas toujours brasser la même soupe, autrement dit. Ouais. Est-ce que je réussis? Écoute, j'espère. Peut-être pas, mais j'espère. Puis, c'est ça. J'essaie vraiment de ne pas refaire le même livre à chaque fois. Je change la structure de mes livres aussi, beaucoup. Bon, en tout cas, bref, c'est ça. Là. Ouais. Est-ce que des projets... Là, c'est sûr que l'on parle de bande dessinée, tout ça. Est-ce que des projets de ton art que tu voudrais peut-être développer autrement? Je m'explique. Animation. Est-ce que tu as déjà fait de l'animation? Est-ce que tu as déjà fait... Ouais, non, ça m'intéresse pas à mort, je vais être franc avec toi. Créer du théâtre, écrire. Tu sais, essayer d'écriture autrement. Ça pourrait m'intéresser. Moi, je vais être franc avec toi, tu sais, j'aime travailler seul. Même si, à quelque part, je travaille en équipe avec l'éditeur, parce qu'on se parle presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, puis on échange, puis on discute, bon. Mais, tu sais, je suis bien assis devant ma table à dessin, tranquillement, pas vite, là, dans le silence, puis... je suis bien dans mon petit univers, dans mon cocon. Je sais pas comment le dire, en tout cas, mais tu sais, c'est ça. Je trouve que le travail d'équipe, c'est très, très exigeant. Puis c'est rempli de compromis, hein. Il y a ça aussi. Ouais, là. mais tu sais, ce qui est merveilleux avec la bande dessinée, en tout cas de la manière que moi je la fais, c'est que même si j'ai un storyboard préparatoire avant de commencer mon livre, le livre me réserve des surprises quand même. En ce sens où, à partir du moment où je commence à réaliser ça au propre, il y a des choses qui changent, il y a des pages que j'élimine, il y a des trucs qui se rajoutent. Donc, le livre ne s'est pas révélé à moi à travers le storyboard. Tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est comme une amorce, c'est des éléments importants que je vais essayer de repositionner dans le livre plus tard, mais le livre lui-même reste à être découvert d'abord par moi. Alors que, tu sais, dans le cinéma, notamment, il y a tellement d'argent d'impliquer là-dedans, il y a tellement d'enjeux monétaires et financiers, puis que avant de commencer à tourner, il faut pas mal savoir où on s'en va. Tu comprends? Je dis pas qu'il n'y a pas de place à l'improvisation, c'est pas du tout ce que je dis, mais tu sais, c'est pas un work in progress. Non. Autant que peut l'être la bande dessinée. Ben, il n'y a pas beaucoup de place à l'erreur, en tout cas. C'est certain. C'est aussi que, tu sais, quand tu te trompes, ça coûte cher. Alors que dans la bande dessinée, quand tu te trompes, ben, tu as gaspillé du temps, puis bon, peut-être une feuille de papier, puis de l'encre, mais je trouve que les enjeux sont différents, tu sais. Et surtout, c'est que j'ai jamais l'impression, comme je te dis, en tout cas, de la manière que moi, j'ai choisi d'opérer pour réaliser mes livres, j'ai jamais l'impression que le livre, à partir du moment que j'ai mon storyboard, que le livre est là. Je sais que ça va être autre chose, tu sais. Puis le livre me réserve des surprises jusqu'à la fin. Et ça, c'est quand même très stimulant. Tu sais, ça me donne le sentiment de travailler dans l'émerveillement, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin du processus. Donc, t'es à l'aise. C'est très important, ça, pour moi. T'es à l'aise avec la solitude, quand même. Ah, je suis super à l'aise avec la solitude. Je suis un tempérament plutôt solitaire, en fait. Mm-hmm. Avec des enfants, quand même, en arrière-plan.
Ouais, ils sont rendus grandes. Écoute, ma Ok, fille aînée ok. a 24 ans. Ah, mon Dieu, ok. Non, c'est pas, excuse-moi, Donc, moi, tu sais, je transpose toujours ma vie à moi avec mes deux enfants de 8 et 5 ans, puis je me dis, non, c'est ça, mais j'ai des grandes filles. Moi, donc, une fille de 24, une fille de 17 ans, presque 17 ans. Tu sais, c'est sûr que c'est autre chose, mais mhm. tu sais, l'autre truc aussi, c'est que la bande dessinée, c'est quelque chose qui se passe beaucoup dans ma tête. Et chaque matin, je vais prendre une marche, puis j'y pense. Puis le midi, je vais faire du jogging aussi, puis j'y pense. Tu sais, j'ai un dialogue imaginaire avec mon éditeur quand je fais du jogging aussi. Mhm. On se parle. Tu sais, généralement, je pars en me disant, il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, il m'a demandé des corrections, blablabla. Puis rendu au premier coin de rue, généralement, toujours dans cette discussion imaginaire-là, il me demande, Philippe, comment peux-tu mieux le faire? Et là, il y a encore un processus qui se crée dans mon cerveau. Tu sais, il y a des étapes de création imprévues, j'ai envie de dire, inusitées qui s'opèrent à ce moment-là. Et je trouve ça super stimulant de procéder comme ça. Tu sais. Hey, t'es jogger, pour vrai? T'es jogger Ouais. sérieux, là? Tu prends Ouais. ça? Oh, 12 nice. mois par année. Excellent. OK, on est dans la même équipe, toi puis moi. Ouais. J'adore ça. Écoute, je t'avoue, là, moi, c'est au début de la pandémie, en fait, que j'avais déjà couru avant, mais j'ai arrêté l'hiver. Mais quand la pandémie est arrivée, là, On je me avait suis le mis à temps. courir tous les jours. Puis le jogging et la marche, je te dirais, là, mais le jogging, pour moi, c'est réellement un exutoire extraordinaire. Ouais. J'adore ça. Je me sens bien dans mon corps, bien dans ma tête. Quand je cours, je me sens proche de quelque chose qui est à l'essence de ma démarche créative aussi, qui est à la source de ma démarche créative, c'est-à-dire une stimulation intérieure. Ouais. Donc, on travaille mieux c'est après. ça. On travaille mieux après avoir jogué. Je sais pas. Moi, je t'avoue, ce que j'aime dans le jogging, c'est ce que je vis pendant le jogging. Tu sais, c'est Ouais. pas la destination qui m'intéresse, c'est le chemin, là. Ouais. Quand je fais du jogging, puis c'est vraiment quelque chose pour moi, c'est vraiment une activité qui est tripante, et ça me ramène vraiment, vraiment à ma démarche créatrice. OK, cool. Écoute, ce serait le moment qu'on aille à la prescription, si tu veux bien. Très bien. OK, alors Philippe, je t'écoute. Donc, la première suggestion que je vais te faire, c'est un roman de mon autrice préférée, Heather O'Neill, une Montréalaise. OK? Mademoiselle Samedi Soir, qui est vraiment un roman extraordinaire publié aux éditions Alto. Tous ses livres sont merveilleux. Mais cette fille-là, donc, c'est une anglophone de Montréal. Quand elle parle de Montréal, quand elle parle du Québec, quand elle parle des Québécois, elle le fait d'une manière que j'ai jamais retrouvée ailleurs. Je ne savais pas que des Anglais ou une Anglaise de Montréal pouvaient aimer des Québécois à ce point-là et avoir autant d'affection pour le Québec et pour Montréal. Je m'en doutais parce qu'évidemment, Léonard Cohen en avait aussi. Là. Oh, oui. Mais elle l'exprime avec des mots qui sont à elle et qui sont très, très proches d'un senti que je sens, moi, très sincère. OK. Puis elle a un imaginaire aussi peuplé de personnages bizarres, loufoques, drôles, inusités. Pour moi, cet univers d'auteur-là, l'univers de Heather O'Neill, je trouve vraiment merveilleux. C'est vraiment, ça, c'est la première recommandation que je te ferai. OK, et son livre, c'est The Girl... Mademoiselle Samedi Soir. Mademoiselle Samedi Soir, sont sa version originale. C'est son deuxième roman. Voilà. C'est qui est publié en 2014. D'accord, écoute, c'est noté. Je la connais même pas, alors c'est parfait. Cool. Parfait. Deuxième suggestion. Oui. Deuxième recommandation. C'est l'album Néo-Romance d'Alexandra Strelinski, que je suis allé voir un spectacle ce printemps. Moi, j'aime l'univers des femmes. C'est sûr, je suis le père de 2 filles, là, donc je suis bien dans l'univers des femmes. Je trouve qu'Alexandra Strelinski, c'est un secret de moins en moins bien gardé, mais c'est vraiment quelqu'un... En tout cas, moi, j'adore son univers, j'adore sa musique. Je trouve que cette fille-là, elle a réussi à faire quelque chose de merveilleux, c'est de nous rapprocher tous collectivement de la musique classique. Même si sans doute qu'elle se définit pas comme une pianiste classique, mais je trouve en tout cas, elle réussit à nous rapprocher de ça. C'est pas si simple, je pense, de faire aimer la musique classique à monsieur, madame, tout le monde, quoique c'est de la musique qui s'adresse à tout le monde. Là. Mm-hmm. Et moi, je suis admiratif
devant cette réussite-là. Est-ce que t'écoutes... C'est pas du heavy metal, c'est pas du rock, ce qu'elle fait, c'est quelque chose de vraiment très, très éloigné de tout ça. Et écoute, au Grand Théâtre, on était plein. C'était plein quand on est allé voir le spectacle. Et elle revient encore, je pense, pour 2 ou 3 supplémentaires, là, cet automne. J'adore ça, moi, en tout cas, j'invite tout le monde à s'intéresser à elle. Je trouve que c'est merveilleux ce qu'elle fait. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique quand tu travailles? Non, j'écoute pas de musique quand je travaille. Je travaille dans le silence. Oh, ouais. Rien en arrière-plan. Parce que, tu sais, tu as dit Alexandra Strzelecki, puis ce que je me disais, probablement qu'il aimait parce que c'est instrumental, il n'y a pas de paroles comme ça. Non. Je travaille dans le silence. Tu cours-tu dans le silence aussi? Si je quoi? Tu cours dans le silence? Si je cours dans le silence aussi, oui. Surtout parce que j'ai besoin de savoir s'il y a des voitures qui s'en viennent, puis s'il y a des chiens, puis etc. Là, oui, je cours dans le silence aussi. J'écoute de la musique quand je fais n'importe quoi d'autre que dessiner. Mais il reste pas grand-chose. Il reste faire le lavage. La puis bouffe, c'est un truc que j'adore. OK, avec la musique. La fin de semaine, etc. OK. Mais des fois, quand je fais de la couleur, je vais mettre un petit peu de musique. Mais quand je dessine, j'ai besoin d'être concentré. Je travaille vraiment... OK. J'ai vraiment besoin de silence. Puis je suis bien dans ce contexte-là. OK, cool. Parfait. T'as-tu une troisième suggestion? Oui. J'ai une troisième suggestion. C'est l'album de BD Symptômes de Catherine Oslo. OK. Qui a été publié chez Pow Pow dans la dernière année. Catherine Oslo, c'est une autrice de Montréal. Okay. Je trouve que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement talentueux. Puis je suis vraiment admiratif devant la personnalité qu'il y a dans son travail. Okay. Elle arrive. Ce qui est merveilleux dans son livre, c'est qu'elle nous parle de sujets qui intéressent les femmes. C'est des considérations qui sont très très proches de la vie des femmes. Et encore une fois, elle réussit à amener des gens comme moi, des hommes, dans cet univers-là et à nous y intéresser. OK. Et tu sais, j'aime sa manière de dessiner, j'aime l'intimité qu'il y a dans ses livres. Je trouve qu'elle nous parle sans filtre et elle est vulnérable dans son travail. Elle s'expose beaucoup, avec énormément de sincérité et je trouve qu'il y a une sensibilité particulière dans son travail que je trouve très, très précieuse, en fait. En tant qu'auteur de BD, là, je peux pas faire autrement qu'être vraiment... je suis impressionné, en fait, par la vulnérabilité qu'elle déploie, en fait, surtout dans ce livre-là, mais dans tous ses livres. Elle a beaucoup elle a baissé sa garde à travers ses livres et vraiment, là, c'est quelqu'un qui a pas peur de se montrer sans défense. Et je trouve que ça donne des livres qui sont très, très, très sensibles et dans lesquels il y a énormément de vérité, de sincérité. Et moi, écoute, j'attends son prochain livre avec impatience. Okay. Mais celui-là, Symptômes, je trouve que c'est une très grande réussite. OK. D'accord. Et puis écoute, il me reste... Mais si tu as encore d'autres suggestions, vas-y, en fait. Mais écoute, je peux faire une quatrième suggestion. Je te recommanderais Bonjour Tristesse de Françoise Sagan, qui est un roman qui a été publié, évidemment, il y a plusieurs décennies. On en a fait un film aussi. Françoise Sagan, c'est Heather O'Neill, c'est mon écrivaine préférée, mais Françoise Sagan, c'est comme très très proche deuxième position. J'aime encore une fois il y a la désinvolture dans ce qu'elle raconte. Il y a énormément il y a tellement de belles choses. Dans un autre de ses livres, elle disait l'amour, c'est tout ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. Et je trouve que ça parle assez bien de son univers à elle. Elle explore l'ensemble des variantes, ou en tout cas la panoplie, l'éventail des possibilités qui existent dans une relation amoureuse, en partant de la haine jusqu'à l'amour extrême et tout ce qui est entre les deux. Et c'est pas du tout cucu, c'est raconté avec beaucoup d'intelligence, avec des mots que tout le monde comprend, et avec une finesse qui est, que je trouve, encore une fois, exceptionnelle. Moi, ce livre-là, Bonjour Tristesse, c'est un des romans que je préfère. Et puis, je me tanne pas de le lire. Je trouve que le film est très, très beau aussi. Et c'est ça, je trouve que c'est des univers qu'on gagne à redécouvrir parce que ça nous ramène à l'essence de quelque chose en fait, de l'être humain, des relations humaines. Et pour moi, c'est ça. Tout ça, en tout cas, dans le cas de Françoise Sagan, c'est une réussite à chaque fois. OK. Par curiosité, dans le monde de la BD, est-ce que tu as un ou une monstre sacrée qui te fascine encore aujourd'hui à chaque fois que tu vois ces bouquins-là sortir? Tu te dis, ça n'a pas de bon sens. Qui demeure peut-être même une inspiration dans ton travail?
Écoute, Tintin, pour moi, ça veut tout dire. Là. OK, Je veux dire, Tintin. c'est vraiment... Ah oui, ça veut tout dire. Puis quand j'étais en résidence à Liège l'année dernière, j'ai eu la chance d'être invité à visiter les fonds patrimoniaux de la ville de Liège. Et ils ont des planches originales de Tintin là-bas qui m'ont montré, notamment des planches On a marché sur la Lune. Et je dois t'avouer que je suis venu les yeux pleins d'eau quand j'ai vu ça. Vraiment, j'ai trouvé ça extraordinaire. Pour moi, Tintin, c'est sûr que Tintin, bon, ça fait longtemps, puis ils en ont fait des tasses, des t-shirts, un paquet d'affaires. On a tendance à oublier tout ce que ça représente et à quel point c'est de la qualité. Tintin, c'est bien fait. Hergé, quand il parle de son travail, surtout à la fin de sa vie, il dit « J'ai l'impression d'avoir réussi à donner le meilleur de moi-même dans ce que je savais faire de mieux. » Et je trouve que c'est vrai. Je trouve que Tintin, c'est vraiment bon, c'est beau, c'est intelligent, ça prend pas les enfants pour des idiots. Pour moi, en tout cas, ça veut tout dire pour moi, Tintin. Vraiment, là, et je peux pas dire que j'en lis très souvent, là. Bon, tu sais, il y a tellement de livres à lire, mais être face à face, surtout avec des originaux d'Hergé, pour moi, c'est tout le temps une expérience extrêmement émotive. Et pour terminer, une dernière question que j'ai commencé à demander à mes invités, puisque j'ouvre un éventail de rencontres assez diversifié. Toi, est-ce que quelqu'un tu penses avec qui je devrais avoir une conversation? Quelqu'un que tu serais curieux d'entendre discuter qu'on n'entend pas si souvent? Ouais. Moi, j'inviterais la cinéaste Louise Archambault. Puis surtout, elle vient de faire son tout dernier film. Ouais. Que j'ai pas. Merveilleux. Ah, tu l'as vu? Je l'ai vu, ouais. Le temps d'un été. Je trouve que c'est un très, très beau film. Il pleuvait des oiseaux aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire. En tout cas, moi, j'inviterais Louise Archambault. OK. Je trouve que c'est une grande cinéaste. Quand je vois ses films, j'ai tellement l'impression qu'elle nous parle du Québec comme personne d'autre. Elle aussi, elle a une sensibilité extraordinaire. Puis, quelqu'un qui a le goût de faire des belles choses. C'est toujours tout le temps un beau rendez-vous pour moi d'aller voir ces films. En tout cas, moi, je l'inviterais. OK. C'est noté. Merci beaucoup. Merci. Écoute, et bonne rentrée. Le livre, tout le monde, allez vous procurer Super Canon, qui vient tout juste de sortir de Philippe Girard. Et sur ça, au plaisir. Merci. Bye. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chemy, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.